Bonjour les amis. Coucou les amis. Oui, générique. Ouais. Vlog 280. Ouais. 280. Ouais. Générique. Bon, un reportage de route. Oui. Ah bah oui. Alors, vous avez vu la nouvelle façon que j'ai de faire la route et de vous expliquer les endroits. Ouais, c'est vrai que ça change. Ça change. Mais écoutez, je vais vous le montrer et je vous parlerai. Là, on quitte là où on était, je me rappelle plus, et on va à la Roche du Grain, ouais, où nous sommes en ce moment. Alors, le petit reportage et on se parle après. Sainte-Nazaire est une commune rurale qui compte 297 habitants en 2022. Ces habitants sont appelés les Nazériens ou Nazériennes. La commune fait partie de la couronne de l'aire d'attraction de Bagnols-sur-Cèze. La commune de Pont-Saint-Esprit se situe au nord de Bagnols-sur-Cèze, à la frontière immédiate de 3 départements. Outre le Gard où elle se trouve, l'Ardèche à l'ouest et le Vaucluse à l'est. La ville s'appelait au milieu du Moyen Âge Saint-Saturnin-du-Port, le nom actuel de la ville lui vient de la construction du pont sur le Rhône par le frère de Saint-Louis. Elle commença en 1265 pour s'achever en 1309. L'affaire du pain maudit est une série d'intoxications alimentaires qui frappent la France pendant l'été 1951, dont la plus sérieuse à partir du 16 août à Pont-Saint-Esprit, Gard, où elle fera 5, voire 7 morts. 50 personnes étant internées dans des hôpitaux psychiatriques et 250 personnes atteintes de symptômes plus ou moins graves ou durables. Cliniquement, les symptômes étaient ceux d'une forme mixte d'ergotisme, mais ce diagnostic n'a pu être prouvé. Pour la justice, la cause est une farine avariée. Des enquêtes récentes pointent la responsabilité de la CIA américaine dans une intoxication expérimentale au LSD en novembre 2022. Un document en cours de déclassification de la CIA vient relancer la piste de la responsabilité de l'agence américaine. Jadis, Gargantua s'était assis un instant sur le mont Ventoux pour retirer de sa botte un caillou, le faisant horriblement souffrir. C'est ainsi que serait né Pierre Latte, ou du moins son rocher, petite pierre tombée d'une botte géante au milieu d'une large plaine. La chapelle des Pénitents. Construite au IIIe siècle sur un ancien cimetière, la chapelle des Pénitents devient, par la suite, une église paroissiale. Son nom vient du fait qu'elle a servi de salle de réunion pour une confrérie de pénitents blancs. Le moulin à vent est son Mistral. C'est en 1839 qu'est construit le moulin de Pierre Latte, un moulin au style et au fonctionnement provençal. Il ne restera que quelques années en activité entre 1839 et 1880, musée municipal archéologie, paléontologie et minéralogie.
Installées dans une ancienne prison au pied du rocher, les collections s'enchaînent pour dévoiler une partie de l'histoire de la ville. Archéologie, paléontologie, minéralogie, toutes ces sciences vous feront, elles, percevoir la richesse de Pierrelatte, si méconnue. La ferme aux crocodiles vous donne rendez-vous pour une immersion au cœur de sa réserve tropicale. Près de 600 animaux, diverses espèces et une flore exotique d'une grande richesse. Dépaysement assuré. Pierrelatte, il s'agit d'une formation toponymique médiévale de type occitan, un composé de peira, pierre et latte large. Anciennement, il y avait dans le château de Pierrelatte. Le château est détruit sur ordre de Richelieu. Le 2 mars 1918, le rocher qui avait été transformé en carrière est racheté par la commune. En 1960, l'installation d'une usine d'enrichissement de l'uranium du commissariat à l'énergie atomique, suivie du développement du site nucléaire du Tricastin, Vivier tire son nom des viviers qui alimentaient la proche ville gallo-romaine d'Alba, APS. Il reste dans le quartier du château, des traces d'une présence romaine installée jusqu'alors à Alba, l'évêque, siège à Vivier dès le VE siècle. Il est seigneur de la ville, et la vie économique et sociale s'organise peu à peu autour de la présence de l'évêché. Dans la ville haute, le château, s'établit le quartier canonial, tandis que les habitations civiles s'étagent dans la pente aidant. La ville, basse, Point-Vivier est rattachée au royaume de France en 1307. Au XVe et XVIe siècle, le pouvoir est d'abord aux mains des marchands, auxquels s'associent quelques artisans, drapiers, pellissiers. Et des hommes de loi, notaires, praticiens, Vivier est avant tout une ville bourgeoise. La cité connaît une expansion importante et consolide ses remparts pour se protéger des attaques de la guerre de Cent Ans. À la Renaissance, Viviers connaît la prospérité sous l'épiscopat de Claude de Tournon. Celui-ci reconstruit le chœur de la cathédrale. Noël Albert, riche bourgeois enrichi par le commerce du sel sur le Rhône et propriétaire de la demeure appelée aujourd'hui Maison des Chevaliers, profite des guerres de religion pour se rendre maître de la ville. Ses troupes détruisent en partie la cathédrale. Au milieu du XVIIIe siècle, l'évêque François Renaud de Villeneuve fait construire le palais épiscopal, aujourd'hui hôtel de ville. D'autres hôtels particuliers sont construits ou embellis à la même époque. Hôtel de Roqueplane, de Tourville, de Beaulieu. À la Révolution française, l'évêque Charles de Lafont de Savines prête le serment révolutionnaire, ce qui vaut à l'évêché d'être supprimé et au diocèse de Viviers d'être rattaché à celui de Mende pendant une trentaine d'années. Le XIXe siècle correspond à une période de grande innovation industrielle, avec la création de l'usine Lafarge, chaux et ciment. Le carreau de ciment polychrome est également une création vivaroise, établissement L'Armande. De son passé d'évêché, Viviers a conservé un ensemble de remarquables hôtels particuliers et des bâtiments religieux très intéressants. Une statue de Johnny Hallyday a été érigée en 2018 sur la route départementale 86 à quelques kilomètres du centre-ville, la mère de l'artiste étant enterrée dans la commune. Le pont suspendu sur le Rhône relie Viviers avec Châteauneuf-du-Rhône. Construit au début des années 1950 pour remplacer un ancien pont suspendu édifié en 1845, détruit à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Lafarge, entreprise. L'histoire du cimentier. Lafarge commence en 1549 dans une carrière de pierre à chaux près de la ville du Tel en Ardèche, dans une petite exploitation familiale de chaux fondée par Claude Pavin qui a acheté le fief de Lafarge.
La ville du Tel est attestée sous la forme Tilium en 1248. En occitan, l'Autelche signifie littéralement le tilleul. Elle se situe entre deux centrales nucléaires, celle de Crouas, distante de 12 km au nord, et celle du Tricastin à 30 km au sud. Elle est donc fortement concernée par un risque majeur de catastrophe nucléaire sur l'un de ces deux sites. Une carrière et usine de ciment appartenant au groupe Lafarge est également située au sud de la commune. Le 11 novembre 2019, un séisme de magnitude 5,4, dont l'épicentre est localisé en Ardèche, est ressenti à 11,52. Ce séisme s'est produit sur une faille sismique non répertoriée. Ressenti de Lyon à Montpellier, c'est le tremblement de terre le plus puissant survenu dans la région depuis 50 ans et en France depuis celui de Saint-Dié-des-Vosges. La gare du Tel possédait un important dépôt PLM, puis SNCF. Du fait de sa situation géographique, le dépôt du Teil permettait sur son axe nord-sud de soulager la rive gauche du Rhône. Le Teil fut concerné par la bataille de Montélimar. La ville abrite le musée de la résistance de l'Ardèche. Fondé en 1992, le musée de la résistance et de la déportation en Ardèche propose une exposition permanente retraçant le déroulement des événements de la Seconde Guerre mondiale en s'attardant plus particulièrement sur les problématiques de la résistance dans la région ardéchoise ainsi que sur la déportation. Rochemaure est une commune de 2250 habitants appelée Rupis-Mauriens. Le nom de Rochemaure provient du bas latin et signifie probablement roche noire, qui désigne la pierre de basalte avec et sur laquelle le village et les châteaux sont construits. Son point culminant est l'ancien volcan du Chénavary à 507 mètres d'altitude et le point le plus bas se situe au sud de la commune, sur le Rhône, à 66 mètres. Le château du XIIe siècle est planté sur une cheminée volcanique. De longs remparts descendent dans la vallée. À mi-hauteur, la chapelle Notre-Dame-des-Anges, de style gothique provençal, des quartiers sont accrochés à flancs de collines aux pierres noires et blanches, basalte et calcaire. Les anciens chemins muletiers sont maintenant balisés en chemins de randonnée. Le château de Rochemaure, construit entre le XIe et le IIe siècle, sur un dike, cheminée volcanique, dominant la vallée du Rhône par la famille des Adhémar de Monteil. Il est constitué d'une tour carrée, comme on les faisait au début du XIIe siècle, surmontée d'une tour pentagonale construite à la fin du même siècle. Comme tout le bâti ancien à Rochemaure, les pierres de construction sont noires, basalte, et blanches, calcaires. C'est ce qui fait l'originalité des constructions de ce village. Le monument est classé. Le donjon est construit entre 1120 et 1140. La maison seigneuriale ainsi que les remparts ne datent que du XIIIe siècle. Les propriétaires se succèdent. Les Adhémar de Monteil, seigneurs de Rochemaure jusqu'en 1359. Les Levis-Ventadour jusqu'en 1194. Les Rohan-Soubise jusqu'en 1784. Les Garnier d'Eyers jusqu'en 1912, les Massins de Miraval jusqu'en 1974, date à laquelle le château est cédé à la commune pour un franc symbolique. En 1198, le nouveau gouverneur Jacques d'Hilaire préfère faire construire un nouveau château, le château de Joviac. Le château est alors abandonné en 1130. En 1730, le propriétaire, le prince Hercule de Rohan, vend la toiture pour couvrir une grange. Le château, accompagné de ses deux murs d'enceinte et de la tour du Gouast, sont classés au titre des monuments historiques depuis le 22 mars 1924. Le château de Joviac, 1197, est une maison forte et un domaine agricole remarquablement bâti selon les prescriptions du grand agronome Olivier de Serres,
avec un système hydraulique perfectionné. Monument et système hydraulique classé. Le vieux village a été construit autour de la voie romaine d'Antonin le Pieux et autour du château. Pont suspendu sur le Rhône a été construit en 1858 par les collaborateurs de Marc Seguin, inventeur des ponts en fil de fer. Metz est une petite commune à vocation essentiellement rurale. Des blasons sur les façades anciennes racontent sous les porches et sous les voûtes l'histoire d'un village qui date du Moyen Âge. Vivant et dynamique, Metz vous invite à la promenade dans une ambiance douce et accueillante, en passant par la place Calas, la rue des Vieilles Fontaines ou le quai du Lavezon. Ancienne église Saint-Jean-Baptiste. À la fin du XIIe siècle, l'évêque de Viviers attribue le site à l'abbaye de Cruas, qui y fonde un prieuré. Les guerres de religion endommagent lourdement l'édifice, qui fut restauré au XVIIe siècle. Cette belle église romane, classée site clunisien, possède un baptistère qui date du Ve siècle. La création d'une nouvelle église au début du XXe siècle entraîne la désacralisation de Saint-Jean-Baptiste. Cela permit d'importantes fouilles archéologiques dans les années entre 1969 et 1990. Entièrement rénovée, elle accueille aujourd'hui artistes, chorales, expositions, pour le plaisir de vous tous. Le Pouzin est une commune française située dans le département de l'Ardèche. Les habitants sont appelés les Pouzinois. En conséquence des événements de la Seconde Guerre mondiale, la plupart des rues portent actuellement des noms de victimes. De héros de guerre ou de résistants pointent les contreforts des plateaux calcaires qui surplombent le Rhône et ses affluents traversant des gorges sauvages et verdoyantes. Ont été fréquentés très tôt par les hommes de la préhistoire. Est la grotte de Père, située à l'entrée des gorges du même nom, est en fait localisée sur le territoire de la commune de Rompont. Elle a été fréquentée par des Néandertaliens. Après la romanisation des tribus gauloises, le site du Pouzin devint un bourg romain au confluent de l'Ouvèze et du Rhône. Les vestiges ont été souvent détruits par des fouilles archéologiques anciennes ou des aménagements consécutifs au bombardement de 1944. Depuis 1228, le Pouzin faisait partie des biens dont hérite Louis II de Poitiers, Louis le Valentinois, lequel étant décédé à Bex-lès au Dauphin de France, futur Charles VII. À cause de sa position stratégique au bord du Rhône, de nombreux quartiers centraux et industriels furent détruits en 1944. Par les bombardements américains, 44 victimes civiles, puis les représailles allemandes. La Voulte-sur-Rhône, bureau centralisateur de canton du département de l'Ardèche, le bourg de la Voulte-sur-Rhône se situe sur la rive droite du Rhône. À 95 mètres d'altitude, mais son territoire est situé des deux côtés du fleuve. Un pont routier la relie à la commune drômoise de Livron-sur-Drôme, dont le bourg est à 6 km. La Voulte est à 19 km de Valence et 18 km de Privas. Le territoire communal est traversé par le Rhône et l'Eyrieux, un de ses affluents qu'il rejoint sur sa rive droite en limite nord de la commune.
Attesté sous la forme voltage jusqu'en 1040 environ en ancien provençal, volta signifie tournant de rivière. Par le passé, la commune portait le nom de la Voulte, ou la Voûte, ou encore la Voulte. Elle doit son nom actuel de la Voulte-sur-Rhône au décret du 21 juillet 1890 du président Sadi Carnot. Patrimoine architectural, le château de la Voulte-sur-Rhône datant du début XIVe siècle. Il est classé monument historique. La vieille ville est constituée de ruelles montantes et étroites, de passages voûtés. La chapelle des Princes, classée monument historique, l'église rattachée à la paroisse catholique Saint-Nicolas du Rhône, et l'église Saint-Michel dans le quartier Hannibal, ouverte au culte fin 1969, et la fontaine Giroux, classée monument historique. Le site des fonderies avec 4 fourneaux, classé monument historique. Le viaduc ferroviaire de la Voulte-sur-Rhône, premier viaduc ferroviaire en béton précontraint construit en France, en 1955. Par la société Boussiron suivant la conception de Nicolas Esquillan, pour la SNCF. Le pont suspendu de la Voulte-sur-Rhône, construit entre 1889 par l'ingénieur Ferdinand Arnaudin. Le musée de paléontologie présente plus d'1 millier de fossiles extraordinaires de monde entier et illustrant l'évolution des espèces. Musée fermé depuis 2006 en raison des locaux trop exigus. Le site de la Boissine, classé parmi les 20 sites paléontologiques les plus remarquables au niveau mondial pour la conservation. Des fossiles de milieux marins profonds, propriété du Conseil général de l'Ardèche depuis 2005 et classé espace naturel. Sensible pour ses richesses paléontologiques et également naturelles, et elle est en cours de valorisation afin de l'ouvrir au public. Voilà. Alors, on s'était arrêté. Vous avez vu, on était passé, parce que c'est la route de la semaine dernière. Hein, vous savez, la semaine dernière, on avait fait la vidéo, on s'était coupé parce que je trouvais que c'était un peu long. Là, j'ai continué. Vous avez vu que j'ai marqué. Par contre, je viens de m'apercevoir un truc. Et en fait, compte, ça m'a travaillé. Dorénavant, en plus, j'inclurai dans la vidéo, bon, pour les prochaines, hein, si autour des endroits des villes qu'on passe et qu'on s'arrête pas, je vous mettrai s'il y a une aire de camping, un camping ou éventuellement pour s'arrêter. Voilà. Hein, en plus, je le mettrai en surplomb. Je sais pas, je ferai je trouverai un moyen, mais j'inclurai ça. Parce qu'en fin de compte, je me suis aperçu, par exemple, je prends l'exemple de Viviers. On est passé à Viviers. Vous avez vu, ça a l'air d'être super intéressant. Et il y a même, il y a Viviers, il y a Rochemont, et à chaque fois qu'on passe, putain, je me dis à chaque fois, on pourrait s'arrêter. Mais la première chose qu'on a fait, on a regardé pour une aire, et on s'est aperçu que vous avez un camping qui fait des, c'est pas un camping-car park, hein, si? Non. À Viviers, il y a pas. À Viviers, il y a une aire de camping-car qui était dans un ancien camping, et on l'a vu. Mais bon.
ça nous est resté. On sait très bien que maintenant qu'on va redescendre, on s'arrêtera. J'avais encore un autre truc à vous parler, c'est par rapport à la cimenterie Lafarge. Vous voyez, à un moment donné, on passe. Ouais. Pourquoi je me suis intéressé à ça? Parce que quand on est passé, je me suis aperçu que j'avais pas vu les photos encore avant. Hein. Vous savez, moi, je passe en camping-car et on voit des bâtiments. Et j'avais vu beaucoup de renforts avec des anses et ça m'avait intrigué. J'étais sur Google Maps. J'ai agrandi Google Earth avec l'image et tout, et je me suis aperçu qu'en fin de compte, derrière, on voyait la carrière où ça a été creusé. Et c'est les gens qui ont construit ça pour faire un renfort. Et la société a beaucoup travaillé. C'est comme dans le nord de la France ou un truc comme ça. Ça veut dire les gens qui travaillaient dans les mines, ils étaient logés. Et ben là, c'est pareil. Hein, ils étaient logés dans la ville à côté, c'est pour ça que vous avez une cité Lafarge. Voilà, je pense que ça vous a plu. Bon, vous avez vu, on est à La Roche. Là aussi, ça a changé. Ouais. À notre place où on se met d'habitude, c'est dégagé. Ouais, et alors, c'est bien que maintenant, pour aller à la poubelle, on n'a plus besoin de faire le grand tour. Hein, vous verrez ça la semaine prochaine. Mina, elle vous en parlera plus, mais c'est vrai que on était bien. Par contre, on a commencé à avoir affaire au froid, un peu plus que d'habitude. Hein. Là, mais bon, allez. Aussi fait. On vous dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Babou et Mina, en camping-car, c'est une sacrée aventure. Sur les routes, ça tangue, ça chante. Dans leur petit escargot roulant, ils sont un peu fous, mais ensemble, c'est sûr, ils rendent chaque jour joyeux. Babou prend le volant,